Bonjour à tous. Alors, comme vous avez sans doute pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons continuer la lecture des Aristochats. Installez-vous confortablement et c'est parti. Monsieur Roquefort se réveilla à moitié en dehors de son trou. C'était une position bien peu digne et fort dangereuse pour un mulot. Roquefort se dépêcha d'en changer. Mais, même après s'être mis à l'abri dans son trou et s'être allongé sur le lit qu'il s'était fait dans une vieille boîte de bonbons, Roquefort eut de la peine à analyser la situation. Il se souvenait de certaines choses très clairement. Edgar était entré avec le plateau. Il attendait l'entrée d'Edgar à la porte de sa demeure. Puis Duchesse et les petits chats l'avaient invité à dîner. La crème à la Edgar était exquise. Elle avait transformé son biscuit sec en un dîner de roi. Le biscuit, voilà. Il avait terminé son biscuit et s'était dirigé vers son trou pour en chercher un autre. Et alors, et alors, et alors quoi? Malgré tous ses efforts, Roquefort ne se souvenait que d'être allé chercher un second biscuit. Roquefort se mit sur son séant et se tâta la tête. Elle lui sembla plus grosse que d'habitude et endolorie. Qu'est-ce qui se passait? Peut-être avait-il la grippe. Roquefort décida de risquer une expédition jusqu'aux étages supérieurs de la maison. Peut-être trouverait-il dans l'armoire à pharmacie de madame quelque chose qui ferait du bien à un mulot un peu grippé. De son trou, il jeta un coup d'œil dans le salon. Il était encore tôt. Le soleil n'avait pas encore dépassé le mur pour venir éclairer les fenêtres. Le plateau et les bols des chats n'étaient plus là, et la porte donnant sur le vestibule était ouverte. Roquefort se risqua hors de son trou. Roquefort était à peine arrivé devant le casier à musique qu'il entendit madame pousser un cri. Il s'immobilisa. L'avait-on aperçu? Mais non, ce cri venait d'en haut. Roquefort entendit Edgar sortir de la cuisine et monter l'escalier en courant. Il n'entendit pas tout ce qui suivit, mais assez pour être très inquiet. Madame était en larmes. Duchesse avait disparu. Les petits chats avaient disparu. Même le panier des chats n'était plus à sa place sur le palier. Appelez la police, Edgar, s'écria madame. C'est un enlèvement. Edgar essaya de tranquilliser madame. Il fit le tour de la maison du haut en bas en appelant les chats. Madame appelait aussi de son côté. Ni Duchesse ni les petits chats ne miaulèrent en réponse. Et, comme madame en fit la remarque, il était peu probable que Duchesse fût partie en emportant son panier. Roquefort battit en retraite vers son trou pour réfléchir. Il décida qu'après tout, il n'avait pas la grippe. Il n'avait pas le temps. Duchesse et les petits chats avaient disparu, et madame avait raison. La chatte ne pouvait pas avoir emporté son panier. Les petits, à la rigueur, mais le panier, jamais. C'était impossible. Malgré sa position assez insignifiante dans la maison bonne famille, Roquefort était un mulot d'un certain niveau intellectuel. Il avait mis son nez pointu dans bien des livres de la bibliothèque de madame. Il se demanda ce que le grand détective Sherlock Holmes aurait fait dans un cas pareil.
réfléchi profondément. Il aurait analysé les mobiles du crime. Il en aurait tiré des conclusions. Et puis, il aurait interrogé les suspects. Et voilà, Roquefort décida d'interroger les suspects pour savoir ce qui était arrivé à Duchesse et à ses enfants. Et qui était suspect? Eh bien, il y avait Edgar. Edgar avait préparé le dîner des chats. C'était Edgar qui avait emporté le plateau et les bols. Mais comment faire pour interroger le valet de chambre? Il serait capable de lui préparer un piège. Non, mieux valait laisser Edgar tranquille. Par contre, Roquefort irait discuter de toute cette affaire avec mademoiselle Froufrou. C'était une jument au solide bon sens, qui n'avait pas les oreilles dans ses poches. Peut-être saurait-elle quelque chose. Roquefort prit le chemin de la remise. C'était une excellente décision. Mademoiselle Froufrou écouta avec attention l'histoire que lui raconta Roquefort. Le mulot n'oublia aucun détail. Il parla du plateau du dîner et de la crème délicieuse. Il raconta qu'il s'était endormi brusquement, qu'il s'était réveillé avec un mal de tête et que madame avait poussé des cris affreux. Il raconta comment on avait cherché les chats dans toute la maison. Et aucun indice, acheva Roquefort. Même leur panier a disparu. C'était donc ça qu'Edgar mettait dans son sidecar, s'écria Froufrou. Quoi? Dit Roquefort. Le panier, dit Froufrou. Il était très tard, la nuit dernière. Je m'étais endormi, puis réveillé, puis endormi de nouveau, lorsqu'Edgar entra. Il portait son chapeau melon et son parapluie, comme les jours de sortie. J'étais étonné, car je savais bien que c'était le milieu de la nuit, continua Froufrou. Il ne fait jamais beaucoup de bruit, mais j'ai eu l'impression qu'il essayait d'en faire encore moins que d'habitude. Il portait un panier qu'il déposa dans le sidecar de sa motocyclette. Puis il sortit de la motocyclette sans la faire démarrer. Roquefort regarda l'endroit où se trouvait habituellement la motocyclette. Il n'y avait plus de sidecar. Il n'est rentré que très tôt ce matin, dit Froufrou au mulot. Je ne comprends pas ce qui a pu arriver au sidecar. Edgar n'avait plus ni chapeau, ni parapluie, et sa jaquette était déchirée. C'est lui, s'écria Roquefort. C'est lui qui a volé Duchesse et les petits chats. Froufrou pensait aussi qu'Edgar était suspect. C'était inquiétant pour les chats. Il a dû mettre un somnifère dans leur crème, suggéra-t-elle. Roquefort se souvint de la façon dont il s'était endormi et acquiesça. Bien sûr, il y avait quelque chose dans la crème pour endormir Duchesse et les petits. Mais quel peut bien être le mobile? Demanda le mulot. Froufrou n'avait jamais entendu parler de mobile, et elle était assez franche pour l'avouer. Je veux dire, pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Expliqua Roquefort. Que pouvait-il y gagner? Froufrou ne savait pas. Elle n'était qu'une jument, et les actions des hommes lui semblaient souvent bizarres. Mais il n'y avait aucun doute qu'Edgar avait une raison pour faire disparaître les chats de madame. Qu'en avait-il fait? Le tapis magique d'O'Malley ne volait pas, mais convenait parfaitement aux deux chats et au trio de chatons. C'était une vieille camionnette de laitier qui arriva dans un grand fracas de ferraille. Les passagers vont pouvoir monter à l'arrêt, déclara O'Malley
aux aristochats lorsque la camionnette fut en vue. Cachez-vous dans les buissons au bord de la route et laissez-moi faire. Duchesse et les petits chats n'avaient rien à perdre. Ils se cachèrent au bord de la route. O'Malley s'élança avec une telle adresse qu'il atterrit sur le capot devant le pare-brise. Sacre bleu, cria le laitier. O'Malley siffla, cracha, grogna et fit un si gros dos qu'il avait l'air d'être 2 fois plus grand qu'il n'était. Les freins grincèrent et le moteur de la camionnette cala après quelques à-coups. O'Malley sauta du capot de la camionnette et fila comme un dard dans les buissons où il rejoignit Duchesse et les petits chats. Le laitier sortit de la voiture. Il parlait tout seul. Il n'avait encore jamais été attaqué par un chat sur la route de Paris. O'Malley rit sous cape. Tout allait bien. Maintenant, le laitier allait à l'avant de la camionnette pour tourner la manivelle et essayer de faire démarrer le vieux moteur. « Venez, Duchesse, » murmura O'Malley. « Les chatons, dépêchez-vous. » Et pendant que le laitier était penché sur la manivelle à l'avant de la camionnette, les chats y entrèrent par l'arrière. Ils s'installèrent avant que le laitier eût réussi à convaincre le vieux moteur de se remettre en route. Ne se doutant pas qu'il avait des passagers, il remonta à l'avant de la camionnette et ils se remirent en route vers Paris. Duchesse jeta O'Malley un coup d'œil plein de séduction. « Monsieur O'Malley, vous êtes admirable, lui dit-elle. « C'est vrai, répondit le chat de gouttière. Comment vous remercier? O'Malley haussa les épaules. Le plaisir est pour moi, dit-il à la duchesse, mais rendre service à une belle dame en détresse m'a ouvert l'appétit. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre son petit déjeuner? Quelle question! Quel petit déjeuner? Demanda Toulouse. Où est-il? Demanda Marie. O'Malley fit un signe de tête en direction d'une bâche qui recouvrait quelque chose au fond de la camionnette. Il est sous le tapis magique, dit-il. Encore un tapis magique, dit Marie tout agitée. Trop déçue un instant plus tôt, elle ne se fiait guère désormais aux promesses du chat de gouttière. Il nous faut prononcer la formule magique, dit O'Malley. Autrement, ça ne marchera pas. Vous êtes prêts? Les 3 petits chats firent signe que oui. Bon, dit O'Malley. Pour que la magie fasse son effet, il faut remuer la queue et plisser le nez. Les 3 petits chats obéirent. Maintenant, fermez les yeux. Dites croix de bois, croix de fer, boule de feu, boule de fer. Et voilà, petit déjeuner à la carte. D'un geste, O'Malley releva la bâche, découvrant 2 grands bidons de lait. Le couvercle d'un des bidons était mal fermé, et d'un coup de patte, O'Malley le fit tomber. Bravo, s'écria Berlioz. Maman, regarde, s'écria Toulouse. Du lait. Monsieur O'Malley est merveilleux, tu ne trouves pas? Duchesse jugea inutile de répondre. Certes, Monsieur O'Malley était merveilleux, mais il le savait trop. Edgar avait du fort à faire toute la journée. Le matin, la maison avait été envahie par les policiers. Ils avaient interrogé madame, qui avait beaucoup pleuré. Ils avaient interrogé Edgar, qui n'avait pas pleuré du tout, mais qui avait été extrêmement serviable. Il leur avait raconté que les chats avaient pris leur dîner dans le salon à l'heure
allaient se coucher de bonne heure dans leur panier. Il avait parlé du dîner de madame dans la salle à manger et leur avait dit qu'il s'était retiré dans sa chambre peu après avoir terminé la vaisselle du dîner. J'ai lu pendant un petit moment, dit Edgar à l'inspecteur chargé de l'affaire. Il était plus de 11 heures lorsque j'ai éteint la lumière. Tout cela était exact. Edgar avait éteint sa lumière après 11 heures. Non, Edgar n'avait remarqué personne rôdant autour de la maison. Non, il n'y avait pas eu de visiteurs insolites ces derniers temps. Monsieur Hautecourt est venu voir madame hier, dit Edgar. Mais monsieur Hautecourt vient souvent en visite. Les policiers étaient déconcertés. Comment le voleur de chats avait-il pu pénétrer dans la maison? On n'avait pas touché au verrou. Toutes les fenêtres étaient intactes. Or, Edgar avait fermé les volets et mis les crochets de sécurité avant la nuit. Finalement, les policiers s'en allèrent. Edgar ricana. Il avait été malin. Il avait fait bonne impression. Il était un serviteur loyal, aimant les chats. Aimant les chats presque autant que madame elle-même. Les journaux de l'après-midi parurent et Edgar se réjouit. L'histoire de l'enlèvement des chats était en première page. L'article déclarait que le voleur n'avait laissé aucun indice. Tout en chantonnant, Edgar plia le journal, le mit dans sa poche et se dirigea vers la remise pour nourrir Fofo. Et c'est alors que, tout à coup, Edgar eut une idée terrifiante. Juste ciel. Il avait laissé des indices aux quatre coins de la campagne. D'abord, il y avait le sidecar. Quelqu'un remarquerait sa disparition. On l'interrogerait alors et il faudrait expliquer cette disparition. Et puis, il y avait le chapeau melon. Tout le monde savait qu'Edgar portait un chapeau melon. Évidemment, il pouvait aller s'en acheter un autre, mais peut-être que la police le surveillait. Peut-être quelqu'un était-il chargé de le suivre. Que dirait-il si on lui demandait pourquoi il s'achetait un chapeau neuf? Et le parapluie. Les chiens avaient sans doute emporté le parapluie. Et si quelqu'un trouvait cela bizarre et faisait une enquête? Et puis, il y avait le veston que les chiens avaient déchiré. Heureusement, Edgar avait plusieurs complets. Il mit celui qui était déchiré dans la boîte à ordures au bout de l'allée. Voilà pour le veston. Mais il fallait retrouver le sidecar, le chapeau melon et le parapluie. Sans doute était-il hors d'usage. Mais si quelqu'un l'y retrouvait là-bas dans la campagne, les conséquences pouvaient être dramatiques. Edgar passa le reste de la journée dans l'angoisse. Heureusement pour lui, madame était trop bouleversée pour le remarquer. Elle se fit monter un plateau dans son boudoir à côté de sa chambre. Puis elle se mit au lit, ne put dormir et pensa à Duchesse et au petit chat. Edgar attendit qu'il fût très tard. Il resta assis dans sa chambre dans l'obscurité jusqu'à ce que la pendule sonne 1 heure. On n'entendit plus personne passer dans la rue. Edgar vit de sa fenêtre que le jardin et le petit sentier qui le longeait étaient déserts. Si la police surveillait la maison, l'agent était en faction devant la façade.
Edgar prit sa canne à pêche dans le placard. Il descendit l'escalier de service, ses chaussures à la main. Il ouvrit la porte de la cuisine sans faire grincer la serrure. Portant toujours ses chaussures et sa canne à pêche, il traversa le jardin. Froufrou et Roquefort attendaient dans la remise. Le petit Roquefort, qui pouvait aller partout sans se faire remarquer, avait surveillé Edgar toute la journée. Madame n'avait peut-être pas remarqué la névrosité de son valet de chambre, mais celle-ci n'avait pas échappé au mulot. Madame ne savait pas non plus que son valet était assis dans sa chambre, dans le noir, à attendre que les heures passent. Roquefort était venu à la remise à 11 heures pour conférer avec Froufrou. Ce cafard, ce fourbe, ce bon à rien de valet de chambre, bredouilla le mulot, furieux. Il est assis dans sa chambre, tout habillé et sa lumière éteinte. Il va sûrement aller quelque part ce soir. Il faut agir. Froufrou était d'accord. Il fallait faire quelque chose. Mais quoi? Tu n'es qu'un mulot. Que pourrais-tu faire? Je peux suivre Edgar, dit Roquefort. Quand il a emmené Duchesse, il s'est servi de sa motocyclette. Ce soir, il en fera autant. Je me cacherai et j'irai avec lui. Et si j'ai de la chance, il me conduira vers Duchesse et ses petits chats. Froufrou trouva ce plan génial. Elle envia le mulot, qui pouvait se cacher plus facilement qu'une jument de belles dimensions comme Froufrou. Le mulot et la jument entendirent la pendule sonner minuit, puis 1 heure. À ce moment-là, Edgar traversa le jardin. Le voilà, s'écria Roquefort, qui était en faction à la fenêtre. Dépêche-toi. Froufrou s'immobilisa pendant que le mulot grimpait sur son dos, puis se glissait le long de la crinière pour sauter sur la motocyclette. Pour l'amour du ciel, sois prudent, murmura Froufrou. C'était l'intention de Roquefort qui se cacha dans le phare arrière de la motocyclette. Il y avait un moment que le verre avait été cassé et Edgar n'avait pas encore pris la peine de le remplacer. Edgar sortit la motocyclette de la remise sans la mettre en marche. Il descendit le chemin jusqu'au croisement avant même de mettre ses chaussures. Il poussa péniblement sa moto pendant près d'1 kilomètre avant d'oser faire démarrer le moteur et de prendre la direction de la campagne. Quand le moteur de la motocyclette se mit à rugir, les choses se gâtèrent pour M. Roquefort. Même le plus malin des mulots n'aurait rien trouvé à l'intérieur de ce phare pour s'accrocher. Il raidit ses pattes pour se retenir dans un tournant que prenait la moto à toute vitesse. Au moment où Edgar accélérait pour grimper une côte, Roquefort réussit à planter ses ongles dans un trou laissé par une vis perdue. Puis la motocyclette se mit à rouler sur une vieille route pavée. Les secousses devenaient terribles, et le pauvre petit Roquefort, après avoir rebondi comme une souris de caoutchouc, se trouva projeté en dehors de sa cachette. Roquefort roula sur les pavés et atterrit dans une flaque d'eau. La respiration coupée, il eut à peine la force de s'asseoir. Edgar et la motocyclette disparurent au bout du boulevard désert et obscur. Monsieur O'Malley avait montré qu'il était débrouillard en arrêtant la camionnette du laitier pour Duchesse et ses petits.
Certainement, ce ne fut pas de sa faute si le laitier eut tout à coup l'idée de jeter un coup d'œil dans le fourgon. Il eut un brutal coup de frein. Le laitier cria des injures. Il traitait les chats de clochards et même de cochons. Il leur lança une grande clé à molette. Ils se précipitèrent à l'abri d'un fossé. Finalement, ce méchant individu repartit et les chats continuèrent leur route à pied. O'Malley proposa d'arrêter un autre camion, mais Duchesse ne voulut pas. Elle était aristocrate et répugnait à se trouver dans des endroits où elle était indésirable. La nuit tomba avant leur entrée en ville. O'Malley savait s'organiser n'importe où. C'est lui qui trouva le grand tuyau d'écoulement dont l'extrémité sortait du remblai. Il avait évidemment servi à amener de l'eau, mais il était à sec maintenant et le sable qui s'était accumulé au fond était doux et propre. O'Malley, Duchesse et les chatons s'y installèrent pour la nuit. Les petits chats étaient très fatigués et ils avaient faim, mais ils étaient très fâchés contre l'affreux laitier. Cet homme a dit que nous sommes des clochards, marmotta Berlioz. Toulouse se mit à rire. Il n'était pas bien fort. Quel maladroit, dit-il. Duchesse repensa à l'horrible clé à molette qu'il leur avait lancée. Et si l'un d'eux avait été atteint, elle frissonna. Quel homme affreux et si grossier, s'écria-t-elle. O'Malley n'était pas impressionné. Bien des humains sont comme ça. Ils ne peuvent pas nous sentir, nous les chats, vocifères. Duchesse n'avait pas la moindre intention de s'accommoder de gens aussi abominables. Je serais contente de rentrer à la maison, dit-elle. Cela donna à réfléchir à O'Malley. Si les humains que connaissait Duchesse étaient si épatants, comment la chatte et ses petits s'étaient-ils trouvés à des lieues de chez eux et jetés sous un pont? Vous savez, Duchesse, dit le chat de gouttière, peut-être ne veut-on plus de vous à la maison. On ne veut pas de nous. Duchesse ne comprenait pas que même un chat de gouttière pût suggérer une chose pareille. Bien entendu, on veut de nous, affirma-t-elle. Je suis la meilleure amie de madame. Alors, qui vous a fichu dehors? Demanda O'Malley, qui ne voulait pas être désagréable. Mais il lui semblait nécessaire de la mettre en garde. Quelqu'un vous a balancé sous ce pont. Cela arrive à tout le monde. Un jour, on est l'enfant chéri de la maisonnée, et le lendemain, on vous met dehors. Madame ne nous mettrait jamais dehors, déclara Duchesse. Toulouse suivit son idée. C'est ce vieux cornichon d'Edgar, annonça-t-il. Toulouse, tais-toi, s'exclama Duchesse. Edgar n'aurait jamais fait une chose pareille. Pourtant, quelqu'un l'a faite, répondit O'Malley. Duchesse ne répondit pas, et les chats s'endormirent si profondément que pas un d'entre eux ne remua lorsque plusieurs heures plus tard, une motocyclette venant de Paris passa sur la route. Edgar retourna sur les lieux de son crime avec beaucoup de précaution. Il laissa sa motocyclette sur le bord de la route et fit à pied le dernier kilomètre, sa canne à pêche à la main. Il enleva de nouveau ses chaussures. Il aperçut Napoléon et Lafayette, endormis au pied d'une meule de foin, près du petit pont. Edgar les aurait volontiers exterminés pour récupérer ses affaires. S'il avait eu un fusil, eh bien, non, il n'aurait pas osé tirer. Par
restait la ruse et la canne à pêche. Napoléon était couché dans le sidecar avec la chapeau melon et le parapluie. Lafayette, dans le panier des chats, ronflait. Edgar se cacha dans la meule de foin et lança sa ligne pour attraper son chapeau melon. Puis il ramena sa ligne sans faire de bruit. Ce ne fut pas trop difficile. Ensuite, Edgar essaya d'accrocher son parapluie. Il y réussit sans réveiller les chiens, mais Napoléon remua quand même dans son sommeil. Pour le sidecar, Edgar utilisa une technique différente. Il mit le parapluie et le chapeau melon sur le haut de la meule de foin, dans laquelle il pénétra en se tortillant jusqu'à ce qu'il fût totalement recouvert par le foin. Puis avec sa main, à tâtons, il essaya avec les plus grandes précautions de trouver le rebord de son sidecar. Doucement, tout doucement, Edgar fit pencher le sidecar. Napoléon grogna dans son sommeil. Edgar attendit 1 minute, puis inclina encore le sidecar. Napoléon glissa à terre et Edgar tira le sidecar sous la meule de foin. Napoléon se mit sur son séant et poussa un « waouh » ahuri. Il se produisait des choses étranges. Où était passé son merveilleux lit à une roue? Où était son chapeau melon et son parapluie? Il entendit un petit grincement derrière lui, se tourna et vit bouger la meule de foin qui d'habitude restait toujours à la même place comme une bonne meule de foin. Celle-ci continuait à se déplacer et dessous, on apercevait une paire de jambes et aussi une roue qui grinçait en tournant. Dans le panier des chats, Lafayette se réveilla. Le grincement avait pénétré son cerveau endormi. Pendant quelques secondes, il contempla aussi la meule de foin qui reculait. « Hé, Napoléon !» grogna-t-il. « Allons-y !» Napoléon n'était pas d'accord. Il poursuivait tous les véhicules à roues, les voitures à cheval, les bicyclettes, les motocyclettes, les automobiles et les camions. Mais il n'avait jamais entendu parler d'une meule de foin à une roue et il n'osait pas s'y frotter. « On ne peut pas les poursuivre tous, » dit-il. Puis il poussa rudement le beagle hors du panier des chats et s'y installa pour passer confortablement le reste de la nuit. Duchesse, O'Malley et les chatons se mirent en route avant l'aube. Vers 8 heures, ils entrèrent dans une petite ville où se tenait un marché. O'Malley recommanda à Duchesse et à sa famille de ne pas se montrer sur la place. Ils étaient des chats de luxe, quelqu'un pourrait s'intéresser à eux et cela compliquerait leur voyage. Par conséquent, Duchesse, Marie, Berlioz et Toulouse contournèrent le village. Quant à O'Malley, il n'y avait guère à craindre qu'on cherchât à l'adopter de force. Il fit un tour rapide du marché. Quand il retrouva Duchesse et les petits chats à l'autre bout de la ville, il tenait un beau poisson dans ses mâchoires. Duchesse savait bien qu'il l'avait volé, mais elle pensa qu'y faire allusion serait inconvenant. D'ailleurs, ses petits avaient faim. En quelques minutes, il ne resta plus du poisson que la grosse arête, et les voyageurs se remirent en route. Ils marchèrent longtemps. Quand les petits chats étaient fatigués, on s'arrêtait à l'ombre d'un arbre et on se reposait un moment. Vers la fin de l'après-midi,
Duchesse se demanda s'ils arriveraient jamais à Paris. Avait-il pris la mauvaise route? Monsieur O'Malley semblait sûr de lui. Il se vantait de connaître tous les chemins qui mènent à Rome et à Madrid. Pourtant, même le chat le plus malin peut se tromper. Duchesse voulut s'arrêter dans une ferme pour demander son chemin. O'Malley le lui déconseilla et lui assura qu'ils étaient sur la bonne route. D'ailleurs, les chats de ferme, qui ne s'occupent que de courir après les souris, n'ont aucunement l'habitude des voyages. Ces cutéreux ne reconnaîtraient pas Paris même si on les déposait sur les marches de Notre-Dame. Duchesse était terriblement fatiguée et au bord des larmes. C'est alors qu'ils virent deux oies s'avancer vers eux en se dandinant d'un air pincé. Demandons-leur, suggéra-t-elle. O'Malley fut scandalisé à l'idée de demander quelque chose à une oie, mais il n'eut pas le temps de discuter. Marie fit un bond et salua les oies de son miaou le plus aimable. Les oies semblèrent s'amadouer à la vue des petits chats. Elles s'arrêtèrent et se présentèrent dans un français détestable. Elles s'appelaient les sœurs Quack-Quack, Amélie et Abigail. Chez elles, en Angleterre, elles apprenaient le savoir-vivre aux jeunes oies. Elles donnaient aussi des leçons de natation. Mais elles étaient en vacances et elles avaient décidé de perfectionner leur français en faisant le tour de France à pattes. Bien entendu, nous n'allons pas toujours à pattes, expliqua Amélie. Il nous arrive aussi de nager lorsque nous trouvons une rivière. Elles eurent un fou rire et O'Malley décida qu'il était temps de reprendre la situation en main. Il s'avança et se présenta aux deux sœurs en n'oubliant pas un seul de tous ses noms. Et il appela les sœurs Quack-Quack, mes cocottes, ce qui provoqua une nouvelle crise de fou rire. Nous ne sommes pas des cocottes, dit Abigail, nous sommes des oies. O'Malley affecta de s'en étonner. Je ne l'aurais pas cru, leur dit-il, je vous prenais pour des cygnes. Les Quack-Quack eurent un nouvel accès de fou rire, et Amélie se pencha vers Duchesse pour lui dire « Votre mari est charmant et si beau. » Là-dessus, O'Malley se dépêcha de dire qu'il n'était pas le mari de Duchesse, ni de personne. En général, les dames seules n'aiment pas les célibataires. Les Quack-Quack regardèrent O'Malley sans indulgence. Après tout, il n'était pas beau. Ses yeux étaient trop rapprochés et un peu fuyants. Il avait la bouche de travers et un menton sans caractère. Marie regardait O'Malley pour vérifier si ce que disaient les Quack-Quack était exact. Duchesse intervint. « Monsieur O'Malley est un très cher ami à nous, expliqua-t-elle avec douceur. Nous nous étions perdus dans la campagne et il nous a offert de nous ramener chez nous, à Paris. Ah, c'était différent. Un chat qui venait en aide à une dame en détresse et à trois malheureux petits chats ne pouvait être entièrement mauvais. Et bien entendu, les Quack-Quack connaissaient le chemin de Paris. Elles en venaient. Les Quack-Quack prirent donc la tête de la petite troupe. Elles mirent les chats en rang, O'Malley en dernier, car on savait bien que même le meilleur des matous cause toujours des ennuis. Ils se mirent en route, comme une classe enfantine, en chantant un petit air. Et lorsqu'ils arrivèrent au sommet de la côte la plus proche, la tour Eiffel leur apparut. Les Quack-Quack prirent congé, non sans avoir promis de rendre visite à Duchesse à leur prochain voyage sur le continent. O'Malley reprit la tête de l'expédition. Ils ne firent plus de halte. Ils étaient pleins d'ardeur, mais ils arrivèrent très tard dans un quartier misérable que Duchesse ne connaissait pas, mais où O'Malley semblait fort à l'aise. Marie dormait debout,
et Toulouse se traînait. Monsieur O'Malley, est-ce encore loin? Demanda Duchesse. Mes enfants sont très très fatigués. O'Malley jeta un regard au chaton et vit qu'il n'en pouvait plus. Nous n'y arriverons pas ce soir, Duchesse, lui dit-il. J'ai une piole pas mal tout près d'ici. On pourrait s'y reposer. Demain matin, on serait en forme pour reprendre la route. Une piole, interrogea Duchesse. Un pied-à-terre, expliqua O'Malley. Qu'en pensez-vous, Duchesse? Duchesse pensa que la seule chose à faire était d'accepter. O'Malley les conduisit à travers un dédale de ruelles sombres et étroites. Puis il poussa une porte avec son museau et leur fit grimper des escaliers sombres et étroits qui les menèrent jusque sur les toits de Paris. Ils avancèrent le long des corniches, contournèrent des cheminées et arrivèrent devant une lucarne ouverte. « Nous y voici, ma belle, » dit O'Malley, fièrement. Ce n'est pas le Ritz, mais c'est tranquille et paisible. Il avait à peine fini de parler que, de la lucarne, jaillit une fanfare retentissante. Duchesse sursauta et Marie fit un bond pour se cacher derrière sa mère. Mais O'Malley dit tranquillement: « C'est sûrement mon copain Scat-Cat et sa bande. » « Des amis à vous? » demanda Duchesse. « De vieux copains, de joyeux lurons. Mais pas tout à fait votre genre, Duchesse. Peut-être vaudrait-il mieux trouver un autre logement pour cette nuit. » Duchesse refusa net. Si ce Scat-Cat était un ami d'O'Malley, elle voulait faire sa connaissance. Elle souhaitait aussi voir sa piole. C'est ainsi que les Aristochats prirent part à la bruyante soirée qui battait son plein dans la mansarde de O'Malley. Duchesse fit la connaissance de Scat-Cat et de sa bande. Un groupe de chats de gouttière aux cheveux longs qui formait un merveilleux orchestre. Malgré sa fatigue, Duchesse fut charmante avec eux, et tous chats de gouttière qu'ils étaient, ils l'accueillirent fort bien. Scat-Cat se surpassa. Il baisa respectueusement la patte de Duchesse. Puis la soirée continua. Même les petits chats épuisés furent fascinés par la musique et les chansons. Scat-Cat s'était trouvé une trompette dont il jouait bruyamment. Un de ses amis avait une vieille contrebasse et un autre tapait sur un tambour. Les Aristochats n'avaient jamais entendu quelque chose de pareil, et ils étaient enthousiastes. Les chats de gouttière comprirent qu'il était bien tard. D'ailleurs, O'Malley leur avait dit que Duchesse et les chatons étaient épuisés. Un par un, les matous ramassèrent leurs instruments et prirent congé. Enfin, il ne resta que Duchesse, O'Malley et les trois petits chats qui tombaient de sommeil. Duchesse les porta dans le grand lit tout défoncé dans un coin de la mansarde. Perché sur le bord de la lucarne, O'Malley les regardait. Il se dit tout à coup que d'être un chat célibataire n'était pas idéal. « Faites de bons rêves, mes chéris, » murmura Duchesse. Elle quitta les petits chats pour s'asseoir à côté de O'Malley sur le bord extérieur de la lucarne. Ensemble, ils regardèrent la lune se lever sur Paris. « Thomas, vos amis sont vraiment charmants, » soupira-t-elle. O'Malley tourna la tête pour qu'elle ne le vît pas sourire. Pour la première fois, elle l'appelait Thomas au lieu de Monsieur O'Malley. Ils n'ont pas très bon genre, admit-il. Mais quand on a des ennuis, on peut compter sur eux. Quand nous avons eu des ennuis, nous avons pu compter sur vous, dit Duchesse avec douceur.
Je suis heureux d'avoir pu vous rendre service, répondit O'Malley. Et vous nous avez donné l'hospitalité dans votre piaule, ajouta Duchesse. C'est trop gentil. O'Malley jeta un coup d'œil aux murs tachés et aux fenêtres dont le mastic s'effritait. Il vit que des lames manquaient au plancher. Il vit la poussière, l'abandon et le désordre accumulés, le pied cassé du lit où dormaient les petits chats. Il pensa à la maison dans laquelle vivaient Duchesse et les chatons. C'est bien modeste, hein, Duchesse, dit-il. Oh, c'est vraiment agréable, dit la charmante Duchesse. Il n'y manque qu'une présence féminine, ne croyez-vous pas, monsieur O'Malley? Ah oui, dit celui-ci tout ému. Cette remarque ne demandait pas de commentaire. Duchesse se tut et sourit. Vous avez vraiment des yeux de saphir, déclara O'Malley au bout d'un moment. Duchesse ne répondit pas. Je ne suis pas très original, n'est-ce pas, dit O'Malley. Cela plaisait quand même à Duchesse. Les chattes, comme les femmes, aiment qu'on parle de leurs yeux de saphir. Même la petite Marie y était sensible. Puisqu'il était question des chatons, Duchesse tenait à lui dire qu'il leur plaisait énormément. Cela fit plaisir à O'Malley. Il aimait aussi les petits chats. Avait-il un père? Non. Quel dommage. Il faudrait pourtant qu'un solide matou veille sur eux. O'Malley offrit carrément de remplir ce rôle. Il voulait faire partie de la famille. Il voulait aider Duchesse à élever ses enfants et vivre avec Duchesse pour toujours. Duchesse soupira. Ce serait merveilleux. Pendant les 2 derniers jours, elle avait appris des tas de choses. Ce n'était pas tout d'être un aristochat. Il faut aussi du courage dans la vie. C'est aussi important qu'un arbre généalogique. La bonté importe tout autant. Et Walter Giuseppe désirait Thomas O'Malley, le chat de gouttière, volait peut-être du poisson au marché, il faisait peut-être de l'autostop, mais il était bon. Et, de plus, il était amusant. Quand O'Malley était là, on ne s'ennuyait jamais. Oh, Thomas, ronronna Duchesse. O'Malley eut un sourire complice. Qu'est-ce que vous en dites, Duchesse? Si seulement c'était possible, murmura Duchesse. Le sourire de O'Malley s'effaça. Allait-elle repousser sa demande? Pourquoi pas? Demanda-t-il. C'est que, voyez-vous, Thomas, il y a madame, dit-elle. Thomas ne comprit pas. Que venait faire madame là-dedans? Je ne pourrai jamais l'abandonner, dit Duchesse. Quelle sornette! C'était absurde. Madame n'est qu'un être humain comme les autres, déclara O'Malley. Pour elle, vous n'êtes que des animaux domestiques. Oh non, Thomas. Duchesse choisit ses mots soigneusement. Il fallait que Thomas comprît les relations qu'elle avait avec madame. Nous sommes amies, dit-elle enfin. Madame me dit tout. Elle ne saurait que devenir sans nous. O'Malley se rendait compte que Duchesse le croyait vraiment. Il ne comprenait pas. Il n'avait jamais éprouvé ce genre de sentiment pour un être humain. Aucun être humain ne lui avait d'ailleurs jamais manifesté d'affection. O'Malley était trop abattu pour parler. Il était difficile de discuter d'une chose telle que l'amitié. Duchesse lui dit bonsoir et alla se pelotonner auprès de ses petits. O'Malley contempla la lune et fit de profondes réflexions sur les différences entre les chats de gouttière, les aristochats et les humains. O'Malley se souvint de Duchesse et de ses petits, abandonnés sous un pont, loin de chez eux. Si
madame aimait tellement Duchesse qu'elle ne put se passer d'elle. Pourquoi Duchesse avait-elle été enlevée au milieu de la nuit et abandonnée en pleine campagne? O'Malley conclut que madame était une fourbe ou quelque chose de louche se tramait dans la maison de Duchesse. Demain, lorsque Duchesse et ses enfants rentreraient chez eux, O'Malley les accompagnerait, et il voulait en avoir le cœur net. L'inspecteur de police avait dit qu'il ferait de son mieux. Ces hommes ne prendraient pas de repos avant d'avoir retrouvé Duchesse et ses chatons. Mais les promesses sont des promesses. L'inspecteur faisait tout ce qu'il pouvait, mais ce n'était pas assez. Madame Adélaïde de bonne famille se sentait faible et inutile, et pour la première fois, elle se sentit vieille. Le phonographe du petit salon de madame était silencieux. Les romans achetés récemment n'étaient pas coupés. Madame s'était alitée. Le docteur vint et tâta le pouls de madame, examina sa langue et écouta les battements de son cœur. Il avait l'air très sérieux et très triste, et il repartit sans même avoir rédigé une ordonnance. Il ne connaissait ni pilule, ni cataplasme pour guérir de la solitude. Edgar restait au rez-de-chaussée autant que possible, et il n'était pas triste du tout. À 10 heures du matin, il était déjà allé à la cave de madame. Il avait choisi une bouteille du meilleur Bourgogne, pris dans un placard un verre à pied à fin cristal, et s'était installé au salon, dans le plus beau fauteuil de madame, les pieds posés sur le clavier du piano. Edgar but un verre à sa propre santé, puis il but un verre à son avenir, un avenir brillant. Quand la fortune de madame serait à lui, tout lui deviendrait possible. Edgar aurait tout, ce qu'il y avait de meilleur au monde. Il boirait du vin à 10 heures tous les matins s'il le désirait. Edgar but goulûment, et la bouteille fut bientôt vide. Mais il y en avait beaucoup d'autres à la cave. Edgar y retourna et en remonta une deuxième bouteille. C'est à ce même instant que Roquefort, le mulot, aperçut les chats. Sans se faire remarquer par Edgar, Roquefort s'était tapis sur le bord de la fenêtre et faisait le guet. Il vit Duchesse, les petits chats et un chat roué noir à l'aspect hirsute qui entrait dans la cour. « Duchesse !» cria-t-il d'une voix aiguë. « C'était trop beau pour être vrai. »« Alléluia !» reprit-il en sautant dans le salon. Et le coupable était là, confortablement assis. Lui, la cause de tout. Il était assis avec ses pieds sur le piano, et à la main, un verre de vin de madame. Edgar avait fermé la chatière. Roquefort le savait. Dans un instant, Duchesse miaulerait sur le pas de la porte. Alors, que ferait Edgar? Quelque chose de mal, sans doute. Il fallait l'en empêcher. Le mulot traversa le salon en un clin d'œil, grimpa sur le piano et profita de ce qu'Edgar était absorbé par la dégustation de son vin pour attacher ensemble ses lacets de chaussures. C'est à cet instant que les chats se mirent à miauler. « Attendez-moi !» criait Berlioz comme toujours. « Moi d'abord !» C'était Marie qui revendiquait la priorité due à son sexe. Edgar les entendit et faillit s'étrangler. Il fit un bond, bouteille et verre roulèrent sur le tapis, et il voulut courir. Mais les lacets l'entravèrent, et il tomba à plat ventre sur le tapis. Edgar ne prit pas le temps de s'interroger sur la présence de nœuds dans ses lacets. Il enleva ses chaussures et s'élança d'un pas chancelant vers la porte.
L'excès de vin avait rendu son visage écarlate, et en ouvrant la porte, il avait des tintements dans les oreilles. Malgré tout, il réussit à prendre un air faussement réjoui. Duchesse, les chatons, bredouilla-t-il. Grâce à Dieu, vous êtes de retour sains et saufs. Les chatons entrèrent dans le hall. Duchesse s'attarda pour un dernier adieu à O'Malley. Puis elle suivit. La porte se ferma, la séparant du vaillant matou. Ma foi, j'ai dû me tromper, se dit O'Malley. Ce type a l'air bien content de les voir. Il attendit un moment, mais tout semblait tranquille dans la maison. Ils n'ont plus besoin de moi, soupira-t-il. Il fit demi-tour et s'éloigna de l'élégant hôtel particulier des bonnes familles pour retourner à son humble logis. Les chatons tournaient autour des pieds d'Edgar et se frottaient à ses chevilles en ronronnant de plaisir. « Où étiez-vous » demanda-t-il. Il avait toujours son sourire hypocrite et il enleva prestement son veston. « Duchesse, prenez garde !» Roquefort avait abandonné toute précaution. Il se tenait sur le seuil du salon et poussait des cris aigus. Mais il était trop tard. Edgar avait déjà enveloppé la chatte et ses petits dans son veston. « Vous êtes revenu, gronda-t-il. Vous avez osé revenir. » Edgar se précipita à la cuisine et jeta les chats, la jaquette, tout le paquet dans le four qui, heureusement, était froid. Il ferma la porte sur eux, coupant court à leurs cris d'indignation. Pendant quelques instants affreux, Roquefort craignit que le diabolique valet de chambre n'allumât le four. Mais il n'en eut pas le temps, car madame l'appela. Elle avait entendu les chats miauler à la porte. « Edgar, ils sont revenus. » Elle descendit l'escalier aussi vite qu'elle put, en relevant le bas de sa robe de chambre. « Faites-les entrer, Edgar, ils sont là. » Edgar se précipita dans le hall et ouvrit la porte. « Duchesse, » appela madame. Elle alla sur le pas de la porte et regarda dans la cour qui était vide. « Mes chatons, où êtes-vous » Mais ils n'étaient pas là. Une larme coula sur la joue de madame. « J'ai cru les entendre, » dit-elle tout bas. « J'étais sûre de les avoir entendus. » Elle fit demi-tour et remonta l'escalier tout doucement. « C'est mon imagination fatiguée de vieille dame, » soupira-t-elle. Roquefort détala vers la cuisine. Il grimpa sur le tabouret sur lequel s'asseyait Edgar pour peler les légumes. Du tabouret, il sauta sur le fourneau. Il y avait une fente dans la porte du four et Roquefort en approcha son museau. « Duchesse, » appela-t-il. « C'est moi, Roquefort. »« Oh, Dieu merci, monsieur Roquefort !» s'écria Duchesse à l'intérieur du four. « Courez vite chercher de l'aide. »« De l'aide? De qui ?»« Mon ami, monsieur O'Malley, » lui dit Duchesse. « Il saura ce qu'il faut faire. C'est le chat qui nous a accompagnés ce matin. Un grand chat roux et noir avec... » « Je l'ai vu, » interrompit Roquefort. « J'y vais. » Le mulot se précipita comme s'il avait le diable à ses trousses. O'Malley n'était qu'à 2 rues de là, lorsque Roquefort le rattrapa. Ce petit mulot très surexcité qui parlait vite, et surtout de duchesse, stupéfia notre matou. En temps normal, il aurait tout bonnement assommé l'effronté d'un coup de patte. Mais ce n'était pas un jour comme les autres, ni un mulot comme les autres. C'était un ami de Duchesse, et il disait que Duchesse se trouvait dans une situation désespérée. Le valet de chambre, ce méchant homme qui avait ouvert la porte au chat, les avait enfermés dans le four.
Si monsieur O'Malley n'y portait pas remède immédiatement, le valet allait sûrement assassiner Duchesse et sa famille. Le cerveau agile d'O'Malley organisa sur le champ un plan d'action. Mais il avait besoin d'aide. Écoute, petit poucet, dit-il, va sur la rive gauche et ramène Scat-Cat et sa bande. Ce sont des chats de gouttière. Des chats de gouttière. Les poils de Roquefort se hérissèrent d'horreur. Monsieur, je suis un mulot, chevrota-t-il. Dis-leur que O'Malley t'envoie, et tu n'auras pas d'ennui. File. Roquefort courut à toutes pattes, et en peu de temps, il se trouva sur la rive gauche. Il trouva Scat-Cat assez facilement. Ce grand voyou fouillait une boîte à ordures au fond d'une ruelle étroite jonchée de détritus. La bande était avec lui. Les chats de gouttière trouvèrent Roquefort extrêmement comique. Ils avaient été pourchassés toute leur vie. Ils avaient été pourchassés par des chiens. Des humains leur avaient jeté des chaussures, de vieilles pendules et bien d'autres choses encore. Mais jamais un mulot ne s'était précipité sur eux avec une telle fougue. Scat-Cat le suspendit par la queue et le balança en long et en large comme le balancier d'une pendule. Je suis venu ici de la part d'un ami à vous, bredouilla Roquefort. Les chats de gouttière éclatèrent de rire. Un copain à eux serait à tu et à toi avec un mulot. Il s'appelle O'Brien, dit le mulot d'une voix étranglée. Tu te payes notre tête, s'écria Scat-Cat qui malmena encore plus rudement le mulot. O'Leary, hoqueta Roquefort. Ce n'était pas ça non plus. O'Flanagan, O'Toole. Non, non, je veux dire O'Malley. Scat-Cat cessa de tarabuster Roquefort et dressa l'oreille. C'est ça, O'Malley. Roquefort tremblait si fort qu'il pouvait à peine parler. Il a besoin de vous. Scat-Cat le déposa doucement par terre. O'Malley vous appelle au secours, supplia Roquefort. Duchesse et les chatons sont dans le four. En un éclair, les chats de gouttière, le poil hérissé, furent prêts au combat. Ils filèrent comme des démons, Scat-Cat à leur tête. Attendez-moi, criait Roquefort, je vous montrerai le chemin. Il y avait une vieille malle dans la remise. Elle avait une grosse serrure solide et des coins renforcés de plaques de cuivre. Edgar la traîna au milieu de la pièce. Ça irait. C'était exactement ce qu'il cherchait. Il ouvrit la malle, puis il retourna dans la maison et mit une paire d'épais gants de cuir. Il alla dans la cuisine et sortit les aristochats du four. Il étouffa leurs cris avec sa jaquette et les transporta jusqu'à la remise où il les enferma dans la malle. Cela fait, Edgar prit le téléphone, appela une entreprise de messagerie et demanda qu'on vienne prendre une malle pour l'expédier poste restante à Tombouctou, en Afrique. Edgar prépara soigneusement les étiquettes. Il ne fallait pas qu'elles se perdent. Quand les étiquettes furent prêtes, il retourna à la remise et s'assit en attendant l'arrivée de la camionnette des messageries. Duchesse miaulait plaintivement à l'intérieur de la malle. Eh bien, ma jolie petite bête, dit Edgar. Ne te plains pas, tu vas voyager en première classe dans ton petit compartiment privé, et je te défie de revenir de Tombouctou. Edgar ouvrit la porte de la remise. L'homme des messageries serait là d'une minute à l'autre. Le valet de chambre poussait la malle vers la porte lorsqu'O'Malley s'élança d'une poutre du toit, lui tomba sur les épaules
et y enfonça ses griffes. Edgar hurla. À l'intérieur de la malle, Duchesse comprit que O'Malley était venu à son secours une fois de plus. Le chat de gouttière sauta des épaules d'Edgar et fit claquer la porte. Espèce de malpropre galeux, s'écria Edgar. Il s'empara d'une fourche et poursuivit O'Malley avec cette arme terrible. Le matou esquiva et la fourche alla se planter dans le mur. Mademoiselle Froufrou s'était tenue tranquille jusqu'alors, comme il convient à une jument bien élevée. Mais quand Edgar réussit à ouvrir la porte, elle la referma d'un coup de sabot. Ne t'en mêle pas, Froufrou, cria le valet de chambre. Quand il parvint à ouvrir la porte de nouveau, une troupe de chats féroces et déchaînés se rua sur lui. Scat-Cat et sa bande étaient là. Les chats de gouttière n'étaient que 5, mais ils étaient si agiles et démoniaques qu'Edgar se crut attaqué par une cinquantaine de tigres qui crachaient, miaulaient et griffaient. Froufrou n'avait jamais vu ça. Elle voulut participer et donna plusieurs coups de sabot au valet de chambre. Pendant ce temps, Roquefort se glissa vers la malle et réussit à faire sauter la serrure pour libérer Duchesse et les chatons. Les aristochats prirent leur élan vers la liberté. « Oh non, pas de ça !» hurla Edgar. Il essaya d'attraper Duchesse. Du haut des poutres, O'Malley détacha un harnais qui tomba sur les épaules d'Edgar. Ses bras se trouvèrent immobilisés. Scat-Cat avait découvert un sac de pommes de terre dans un coin et le jeta sur la tête d'Edgar. Ce fut Froufrou, la douce Froufrou, qui lui donna le coup de grâce. Elle visa avec précision et d'un coup de sabot, elle expédia Edgar dans la malle. Les chats de gouttière fermèrent aussitôt le couvercle. Roquefort se chargea de la serrure et entendit le déclic avec soulagement. Il faudrait un expert serrurier ou un mulot très débrouillard pour la rouvrir. Un autre coup de sabot de Froufrou fit glisser la malle dehors dans le petit chemin derrière le jardin. Les étiquettes étaient en place. La camionnette des messageries arriva quelques minutes plus tard. Le chauffeur chargea la malle sur la camionnette et s'en alla. Edgar commençait la première étape d'un long voyage qui devait leur mener à Tombouctou en Afrique. Madame eut de la peine à remplacer Edgar. Le valet de chambre était chez elle depuis des années et les bons domestiques sont rares. Mais Madame y réussit. Avec Duchesse et les chatons autour d'elle, Madame retrouva son énergie, sa bonne humeur et sa coquetterie. Elle était prête à tout. Elle se demandait souvent pourquoi Edgar l'avait quittée si brusquement sans la prévenir. Mais même les meilleurs serviteurs ont leur moment d'égarement. La maison fut vite réorganisée et tout rentra dans l'ordre. Madame fit demander à Monsieur Hautecourt de venir la voir. Elle voulait changer son testament. Très bien, s'écria monsieur lorsqu'elle lui en parla. Il s'assit au petit bureau dans le petit salon de madame. Alors, on raye le valet de chambre, je suppose, commença-t-il. C'est dommage, dit madame, mais je pense qu'il faut le faire. Je suis sûre que, si Edgar avait eu connaissance du testament, il ne serait pas parti si vite et ne m'aurait pas laissée toute seule. Évidemment, approuva monsieur Hautecourt. Maintenant, Adélaïde, au sujet de vos chats, il y a Duchesse, Marie, Berlioz et Toulouse. Et O'Malley, et Scat-Cat et... Oh, il y en a bien d'autres encore, s'écria madame joyeusement. Eh, monsieur Hautecourt n'en croyait pas ses vieilles oreilles.
Oui, Georges, dit madame, voyez-vous, j'ai compris que ma fortune pouvait faire beaucoup plus de bien que je ne l'avais espéré. Madame caressa Duchesse, assise près d'elle sur le canapé de velours rose. Duchesse et moi avons fait un projet, dit madame. Je vais créer une fondation qui procurera le gîte et le couvert à tous les chats de gouttière abandonnés de Paris. Monsieur regardait madame sans mot dire. Il y a aussi un mulot, dit madame. Je désire ne pas l'oublier dans mon testament, car Duchesse l'aime beaucoup. Et madame eut un sourire amusé. Duchesse jeta un coup d'œil à monsieur Hautecourt, puis elle descendit du canapé et quitta la pièce. Elle craignait que monsieur Hautecourt n'eût une attaque et préférait ne pas y assister. D'ailleurs, O'Malley et les chatons s'apprêtaient à se joindre à Scatcat et à sa bande pour organiser un grand bal avec orchestre. Duchesse avait l'intention de s'y amuser. Voilà. J'espère que cette vidéo, un peu plus longue que les précédentes, vous a plu. Pour ceux qui m'écoutent encore, n'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire et à laisser un pouce en l'air si cette lecture vous a plu. Mais peut-être que vous êtes déjà endormis. Dans ce cas, j'espère que vous passerez une bonne nuit. Dans tous les cas, portez-vous bien et à la prochaine fois.